Le 29 avril 1945, des unités du 157e régiment d'infanterie se sont avancées vers un complexe fortifié en périphérie de Munich. Leur reconnaissance préliminaire ne prévoyait aucun affrontement. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, était une scène qui dépassait les limites de la guerre conventionnelle. 39 wagons remplis de cadavres en décomposition. À quelques mètres de là, les fours du crématorium fonctionnaient encore. Le camp abritait 32 000 prisonniers, dont beaucoup étaient à l'agonie. Certains gardes SS avaient empilé leurs armes, d'autres surveillaient toujours depuis des tours actives. Il n'y avait pas de commandement allemand clair ni de protocoles alliés pour une telle situation. Un officier de bas rang a proposé la reddition sans document ni ordre clair. Qu'est-ce qui a poussé les soldats à identifier les gardes comme des cibles légitimes? Qui a décidé d'ouvrir le feu sur des hommes déjà rendus? Et pourquoi ces actions n'ont-elles pas été punies comme des crimes de guerre? Dachau, l'enfer découvert par les troupes alliées. Le 29 avril 1945, des éléments de la 45e division d'infanterie Thunderbird et de la 42e division Rainbow de la 7e armée américaine avancèrent vers Munich lorsque leurs unités de reconnaissance signalèrent la présence d'un complexe fortifié avec des tours de guet. L'approche de ce qui allait devenir le camp de concentration de Dachau ne faisait pas partie d'un objectif spécifique, mais faisait partie de la progression générale vers la capitale bavaroise. Le lieutenant-colonel Felix L. Sparks, commandant du 157e régiment d'infanterie, ordonna un déploiement tactique autour du périmètre. Lors de cette reconnaissance initiale, la découverte d'un convoi ferroviaire abandonné aux abords du camp allait changer irréversiblement le cours de la journée. Dans 39 wagons de fret, plus de 2000 cadavres en état de décomposition avancée gisaient. Ce transport, en provenance du camp de Buchenwald, avait été envoyé plusieurs semaines plus tôt dans le cadre des évacuations en raison de l'avancée des Alliés. La plupart des prisonniers étaient morts de faim, de déshydratation ou de suffocation pendant un voyage anormalement long en raison des bombardements et de l'effondrement logistique allemand. La nouvelle de cette découverte macabre se répandit rapidement parmi les rangs américains. Des soldats endurcis par les combats en Italie et en France réagirent avec un profond choc face à cette première preuve des crimes nazis. Le sergent William Cowling de la 42e division a noté dans son journal « Il n'y a pas de mots pour le décrire. L'odeur était insupportable, mais ce qui était encore plus insupportable, c'était de comprendre que cela avait été exécuté méthodiquement par d'autres êtres humains. » L'entrée dans le camp principal ne s'est pas faite par un assaut armé. Vers midi, une délégation est apparue devant la porte principale avec un drapeau blanc. Victor Maurer, représentant de la Croix-Rouge internationale, accompagnait Heinrich Wicker, un jeune officier des SS âgé de seulement 23 ans, qui était resté responsable nominal après la fuite de la hiérarchie supérieure. Wicker proposa la reddition formelle au brigadier général Henning Linden de la 42e division, qui accepta de recevoir la capitulation au nom de l'armée des États-Unis. Maurer avertit de la présence d'environ 32 000 prisonniers, dont beaucoup étaient infectés par le typhus et dans un état critique. Il mentionna également qu'une centaine de gardes avaient empilé leurs armes, bien que plusieurs tours de surveillance restaient actives. Avec ces avertissements, les troupes avancèrent prudemment à l'intérieur. Le panorama qui s'est révélé a dépassé toutes les attentes. Les baraquements, conçus à l'origine pour abriter 500 prisonniers, en contenaient jusqu'à 5 fois plus. Des milliers de créatures humaines squelettiques en uniforme rayé se traînaient vers les Américains, beaucoup trop faibles pour tenir debout. La faim, la maladie et le désespoir avaient transformé le camp en un seuil entre la vie et la mort. Le capitaine médecin Howard Wilsey, l'un des premiers professionnels de santé à entrer, a documenté avec une précision clinique ce qu'il a trouvé. Malnutrition généralisée sévère, œdème dû à la faim, typhus exanthématique, dysenterie, tuberculose. La plupart ont perdu entre 40% et 60% de leur masse corporelle normale. Beaucoup présentent des blessures dues à des expériences médicales. Cheese. Le complexe du crématorium, situé dans une zone séparée du camp principal, constituait peut-être le témoignage le plus explicite du système d'extermination. Construit en 1942 et agrandi en 1943, il comptait 4 fours industriels spécialement conçus pour l'incinération des corps humains. Lorsque les troupes américaines sont entrées, les fours étaient en fonctionnement.
avec des restes humains partiellement brûlés à l'intérieur. Le technicien des opérations Maximilian Grabner avait reçu l'ordre de maintenir les fours en fonctionnement continu pendant les 48 heures précédentes afin d'éliminer autant de preuves que possible. À côté du crématorium, un bâtiment administratif abritait des enregistrements détaillés de « traitement », un euphémisme pour les exécutions et les crémations. Des livres de comptes méticuleusement organisés documentaient des numéros d'identification, des dates et des causes de décès falsifiées. Rien qu'en avril 1945, ces registres indiquaient plus de 4000 traitements, avec des pics allant jusqu'à 250 corps en une seule journée pendant la semaine précédant la libération. La zone des expérimentations médicales, située dans un bâtiment officiellement désigné sous le nom de « hôpital de recherche », a révélé des horreurs supplémentaires. Le personnel médical américain a documenté des salles équipées pour des procédures d'hypothermie où des prisonniers étaient plongés dans de l'eau glacée pour étudier les limites de la résistance humaine. D'autres installations contenaient des équipements pour des expérimentations sur la pression atmosphérique, des inoculations de maladies et des tests de résistance au poison. Le docteur Joseph Hintermeyer, un prisonnier médecin tchèque libéré ce jour-là, a immédiatement témoigné sur les protocoles des expérimentations. Il sélectionnait principalement des prisonniers robustes pour déterminer combien de souffrances un corps sain pouvait supporter avant de s'effondrer. Les résultats étaient envoyés chaque semaine à Berlin sous forme de rapports scientifiques officiels. Dans la morgue adjacente, les soldats ont découvert des corps de prisonniers ayant subi diverses mutilations chirurgicales, amputations expérimentales, extraction d'organes et des preuves de tests avec des agents chimiques. Certains corps montraient des signes d'autopsie récentes, réalisées apparemment quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines. Cette convergence d'éléments, wagons remplis de cadavres, prisonniers mourants, crématoires actifs et preuves d'expérimentation, a créé un impact psychologique dévastateur. L'horreur physique perçue s'est rapidement transformée en une colère à peine contenue contre les responsables. Pendant que les équipes médicales commencèrent la tâche impossible de soigner des milliers de survivants, une dynamique plus sombre a commencé à se développer à différents endroits du camp. Capitulation ou tromperie, le chaos à l'intérieur de Dachau. La capitulation du camp de Dachau n'a pas suivi un protocole militaire conventionnel. Il n'y a pas eu de documents officiels ni de transfert ordonné de l'autorité, mais plutôt une collision entre un système nazi en déclin et des troupes alliées sans directive spécifique sur la manière de gérer une découverte de cette nature. La chaîne de commandement allemande était fracturée. Le commandant officiel, SS Obersturmbannführer Eduard Weiter, avait quitté son poste 3 jours auparavant, fuyant vers le Tyrol. Heinrich Wicker, l'officier qui proposa la capitulation, était un subordonné sans autorité pleine sur le complexe. Cette désintégration du contrôle nazi se reflétait dans des contradictions fondamentales sur le terrain. Victor Maurer, le délégué suisse de la Croix-Rouge, était arrivé à Dachau la veille avec l'intention de faciliter une transition pacifique. Il réussit à convaincre Wicker de ne pas exécuter les ordres d'évacuation finale, un euphémisme pour l'exécution de masse des prisonniers, et de proposer la capitulation aux troupes qui approchaient. L'ambiguïté de la situation s'est manifestée dans des divergences critiques concernant la présence des gardes à l'intérieur du camp. Wicker mentionna environ une centaine d'hommes qui avaient empilé leurs armes, un nombre bien inférieur à la réalité. Les rapports ultérieurs du 157e régiment estimaient entre 300 et 560 membres des SS dispersés à travers le complexe, y compris dans les camps satellites et les postes externes. Cette incohérence n'était pas accidentelle. De nombreux gardes, anticipant des représailles, avaient échangé leurs uniformes noirs contre des vêtements civils ou des uniformes réguliers de la Wehrmacht. D'autres demeuraient dans les tours de surveillance, indécis entre se rendre ou résister. Cette reddition fragmentée créa une ambiguïté tactique dangereuse. Les soldats américains ne pouvaient pas clairement distinguer entre les gardes rendus et les menaces potentielles actives. Le lieutenant Jack Bushyhead de la 45e division décrivit la confusion. « On nous a ordonné d'avancer avec une prudence maximale. On nous a informé d'une reddition générale, mais aussi que des éléments hostiles pouvaient rester actifs. Plusieurs tours étaient encore occupées. Nous ne savions pas si nous entrions dans un piège ou dans un camp effectivement rendu.
La situation était compliquée par l'absence de protocole spécifique pour la libération des camps de concentration. Les manuels d'opération militaire ne prenaient pas en compte ce scénario. Tous les gardes SS devaient-ils être traités comme des prisonniers ordinaires? Étaient-ils des combattants ou des criminels? Chaque officier sur le terrain devait improviser des décisions avec des conséquences immédiates. Dans plusieurs tours de surveillance, les gardes SS observaient nerveusement les mouvements dans le camp. Certains ont tiré sur des prisonniers qui se rapprochaient des fils barbelés, provoquant une réponse immédiate des snipers américains. Ces échanges sporadiques ont renforcé l'idée que la reddition n'était pas complète et que la menace persistait. Le capitaine Leland Thompson, officier des opérations de la 42e division, trouva dans le bureau administratif des documents montrant des ordres récents d'éliminer les témoins avant l'arrivée des Alliés. Un ordre daté du 26 avril stipulait évacuation complète et nettoyage final, des termes codés pour le meurtre de masse. La prise de conscience qu'un massacre total avait été évité de justesse quelques heures auparavant augmenta l'hostilité envers les gardes capturés. Le général Linden demanda des renforts médicaux urgents et établit un poste de commandement provisoire. Son premier rapport au quartier général de la 7e armée était remarquablement concis. Le camp de Dachau sécurisé, situation humanitaire critique, demande toutes les ressources médicales disponibles. Environ 30 000 survivants, la majorité dans un état grave, preuve de crimes de masse, demande d'instructions sur le traitement du personnel SS capturé. La réponse du haut commandement arriva plusieurs heures plus tard lorsque les événements avaient déjà pris une tournure irréversible. Cette combinaison de facteurs, l'horreur visuelle immédiate, la menace perçue, la confusion tactique et l'absence de protocole spécifique, posa les conditions pour les événements qui suivirent. Cour du charbon, le massacre que personne ne voulait raconter. Parmi les nombreux épisodes de violence lors de la libération de Dachau, l'incident de la cour du charbon a été particulièrement bien documenté grâce à l'intervention directe d'un officier supérieur et à son témoignage ultérieur. Il a eu lieu vers 14h45 dans une zone auxiliaire située à l'arrière du camp principal. Cet espace, désigné dans les rapports comme la cour du charbon, était un espace rectangulaire partiellement entouré de murs en briques, utilisé à l'origine pour le stockage de combustible. En raison d'un besoin tactique immédiat, le colonel Felix Sparks avait désigné cette zone comme point de concentration temporaire pour les gardes SS capturés, en attendant l'établissement d'un protocole formel pour leur traitement. Le lieutenant William P. Walsh, commandant de la compagnie 1 du 157e régiment, a reçu l'ordre de garder les prisonniers allemands rassemblés là. Environ 50 membres des SS ont été conduits dans la cour où on leur a ordonné de s'asseoir par terre, les mains sur la tête. Certains portaient des uniformes noirs complets, d'autres portaient des uniformes de la Wehrmacht ou des vêtements partiellement civils, montrant leur tentative de dissimuler leur affiliation. Pour surveiller ce groupe, Walsh a assigné un jeune soldat de 19 ans pour opérer une mitrailleuse M1919A4 Browning, qui a ensuite été identifié dans les témoignages comme Bird Eye. Un petit détachement d'infanterie complétait les mesures de sécurité aux deux extrémités de la cour. Le colonel Sparks supervisait personnellement la zone lorsqu'il a été appelé en urgence vers un autre secteur où un groupe de prisonniers avait besoin d'une aide médicale immédiate. En s'éloignant, il a donné des instructions claires. Les gardes allemands devaient être surveillés, mais ne devaient pas être maltraités, car ils étaient des prisonniers de guerre sous la protection de la Convention de Genève. Les événements se sont précipités quelques minutes plus tard. Selon le témoignage ultérieur de Walsh, plusieurs gardes ont commencé à se déplacer nerveusement, apparemment en communiquant entre eux à voix basse. Un prisonnier s'est soudainement levé. Un tir isolé a été entendu depuis la tour de surveillance la plus proche, probablement d'un garde allemand qui ne s'était pas encore rendu, provoquant une confusion immédiate. Le jeune tireur, interprétant ces mouvements comme une tentative de fuite ou de rébellion, a ouvert le feu avec la mitrailleuse sans ordre direct. La rafale continue à balayer le groupe de prisonniers assis, provoquant une réaction en chaîne. Certains ont essayé de se lever et de fuir, d'autres se sont jetés au sol, augmentant le chaos. Le tireur, apparemment en état de panique, a continué à tirer sans discrimination. Le bruit de la mitrailleuse a alerté le colonel Sparks qui est revenu en courant dans la cour. La scène qu'il a trouvée a été enregistrée dans son rapport et ses déclarations ultérieures.
Le jeune soldat, visiblement en état de choc, continuait à tirer sur les corps tombés tout en criant de manière incohérente. Sparks est intervenu physiquement, a donné un coup de pied au soldat pour le faire sortir de sa position et a arrêté le tir. « Ce que j'ai vu, c'était un jeune homme complètement hors de lui », déclarerait Sparks des années plus tard. « Il pleurait et tremblait, répétant qu'ils essayaient de s'échapper. Je devais le retirer de force de la mitrailleuse. Sur le sol gisaient 12 gardes SS morts et au moins 17 blessés, certains agonisants. Le colonel ordonna une aide médicale immédiate pour les blessés et remplaça le mitrailleur, qui fut séparé de son unité et examiné par un médecin militaire. Le diagnostic préliminaire suggérait un cas sévère de fatigue de combat combiné à un choc psychologique aigu causé par l'exposition aux atrocités du camp. Sparks informa de l'incident le général Charles Banfield, qui arriva à Dachau quelques heures plus tard en tant que représentant du haut commandement. Sa description était directe. Une situation non autorisée a entraîné des pertes ennemies sous garde. Le responsable a été relevé. Il s'agissait d'un acte individuel sans ordre préalable et contraire à nos directives. Cette clarification se révélera cruciale pour distinguer cet événement d'une politique systématique. L'enquête initiale, menée par des officiers du service de renseignement militaire, G2, conclut qu'en effet, certains prisonniers avaient tenté de changer de position, bien qu'il n'y ait pas de preuve claire d'une tentative d'évasion coordonnée. Il a été déterminé que le tir depuis la tour avait été le principal déclencheur qui avait précipité la réaction du mitrailleur américain. Dans les documents officiels du 157e régiment, l'incident a été enregistré comme un « incident de sécurité avec utilisation non autorisée de force létale ». Aucune mesure disciplinaire formelle n'a été recommandée contre le mitrailleur, compte tenu de son état psychologique et des circonstances extrêmes. Cet épisode dans la cour de Charbon, malgré sa gravité, ne représentait qu'une fraction des actes de violence survenus ce jour-là. Son unicité réside dans la documentation précise, l'intervention directe d'un officier supérieur pour l'arrêter et la reconnaissance officielle de sa nature non autorisée. Justice sans uniforme, le règlement de compte à Dachau. Alors que l'incident de la cour de Charbon a été documenté comme un événement isolé avec une responsabilité individuelle identifiable, d'autres actes de représailles se sont produits simultanément dans différentes sections de Dachau. Ces épisodes, moins structurés mais tout aussi mortels, reflétaient une forme de justice improvisée où la frontière entre sécurité militaire et vengeance s'est effacée sous l'impact émotionnel des découvertes. Le même lieutenant William P. Walsh a joué un rôle clé dans un autre incident enregistré dans les rapports du régiment. Après avoir inspecté les wagons contenant des cadavres, il captura 4 gardes SS qui tentaient de fuir en se mêlant aux travailleurs civils. Dans un acte délibéré, il les conduisit vers l'un des wagons où se trouvaient environ 130 corps en décomposition. Selon des témoins, Walsh força les 4 gardes à entrer dans le wagon et à rester parmi les cadavres pendant plusieurs minutes. « Je veux que vous sachiez exactement ce que vous avez fait », furent ses mots, selon le témoignage du caporal Henry Wells. Par la suite, Walsh sortit son pistolet réglementaire et exécuta personnellement les 4 Allemands à l'intérieur du wagon. Un soldat sous ses ordres tira des balles supplémentaires dans leur tête pour s'assurer de leur mort. Cet acte, délibéré et calculé, différait fondamentalement de la panique impulsive montrée par le jeune mitrailleur dans la cour au charbon. Il s'agissait d'une exécution sommaire pleinement consciente, justifiée par son auteur comme un acte de justice directe face à des crimes évidents. Walsh n'a jamais nié sa responsabilité, mais n'a jamais été soumis à des procédures disciplinaires. Dans un autre secteur du camp, près du crématorium, le sergent Peter Gallary, de la 42e division, nota dans son journal personnel comment un groupe de prisonniers libérés identifia un capot particulièrement brutal, responsable de la sélection des malades pour les expérimentations médicales. Les prisonniers l'ont encerclé. Personne n'est intervenu. Ils ont utilisé des outils de l'atelier de métallurgie. C'était extrêmement brutal, mais aucun de nous n'a levé le petit doigt pour l'arrêter. C'était la justice, pas la vengeance. Ces exécutions effectuées par les prisonniers, avec le consentement tacite des troupes américaines, représentaient une autre dimension du règlement de compte. Les soldats qui avaient été témoins de la souffrance extrême des détenus estimaient avoir un droit légitime d'identifier et de punir leurs bourreaux. Le lieutenant Jack Hallowell, officier médical de la 45e division,
décrivit dans une lettre à son supérieur comment il avait volontairement remis un pistolet Luger capturé à un médecin juif néerlandais libéré du camp. Il m'a demandé une arme pour se protéger. Je lui ai donné plus que ça. Je lui ai offert une chance de rétablir l'équilibre. Et il s'en est servi le soir même contre 2 gardes qu'il avait personnellement reconnus comme responsables des sélections à l'infirmerie. Dans les baraquements, où des milliers de prisonniers étaient entassés, des groupes de détenus assez forts physiquement identifièrent et poursuivirent les capots qui tentaient de se mêler aux prisonniers ordinaires. Ces capots, des prisonniers qui avaient accepté de collaborer avec les SS en échange de privilèges, étaient souvent plus haïs que les gardes allemands eux-mêmes en raison de leur trahison perçue. Le capitaine Marcus G. Smith, officier médical, nota « Nous avons trouvé au moins 7 corps de capos présentant des signes de coups mortels portés avec des objets contondants. Selon les prisonniers, c'étaient des collaborateurs qui avaient participé aux sélections internes ou volé des rations. Les soldats affectés à ce secteur ont laissé les prisonniers régler cela eux-mêmes. Une autre forme d'exécution sommaire a concerné les gardes SS capturés dans les tours de surveillance. Le lieutenant Howard Buchanan a raconté comment un groupe de gardes rendus a été aligné contre un mur extérieur et exécuté par une équipe improvisée. Personne n'a donné l'ordre. Cela s'est simplement produit. Nous avions tous vu les fours. Nous avions tous senti l'odeur des cadavres. Il y avait un consensus tacite pour dire que ces hommes ne méritaient pas le statut de prisonniers de guerre. L'absence de directives spécifiques a grandement contribué à cette situation. Les manuels militaires prévoyèrent des protocoles pour les prisonniers conventionnels, mais il n'y avait pas de précédent pour les captures dans des installations d'extermination. Chaque unité, chaque officier improvisait des décisions en fonction de leur interprétation personnelle de la justice applicable. Le capitaine Howard Wilsey a fourni l'un des témoignages les plus révélateurs dans sa correspondance personnelle. J'ai vu comment mes camarades ont capturé un SS qui avait torturé des prisonniers, puis l'ont exécuté froidement. Que Dieu me pardonne, mais je l'ai observé sans ressentir de perturbation après avoir appris les actions que les bêtes des SS avaient commises contre leurs prisonniers. Ces exécutions sommaires, dispersées dans tout le complexe pendant les premières 24 heures, n'ont jamais été officiellement comptabilisées. Les estimations conservatrices des enquêteurs militaires ultérieurs suggèrent que 35 à 50 gardes sont morts dans des circonstances similaires, tandis que d'autres sources augmentent ce chiffre à plus de 100, y compris des exécutions réalisées par des prisonniers. Dans son rapport au quartier général, le général Linden a utilisé un langage soigneusement ambigu. Pendant la sécurisation de l'objectif, environ 300 éléments hostiles ont été neutralisés dans diverses circonstances opérationnelles. Cette formulation permettait d'inclure à la fois les pertes légitimes au combat et les exécutions sommaires sans faire de distinction compromettante. Les premières heures à Dachau ont représenté un point de rupture morale et juridique pour les forces américaines. Des soldats formés pour suivre des règles de combat établies se sont retrouvés dans une situation qui dépassait les catégories connues de la guerre. Ce qu'ils ont vu n'était pas simplement un ennemi vaincu, mais une preuve tangible d'un système industriel conçu pour l'extermination humaine. Crime de guerre ou punition justifiée, le silence du haut commandement. Après la fin de la guerre européenne, alors que les procès de Nuremberg commençaient à établir de nouvelles catégories légales pour juger les crimes de masse, le haut commandement américain faisait face à un dilemme interne. Comment aborder officiellement les incidents violents survenus lors de la libération de Dachau? La gestion administrative et juridique de ces événements révélerait des considérations tant juridiques que politiques, avec des implications de long terme. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, a été informé presque immédiatement des événements. Sa première réponse, contenue dans un mémo adressé à l'état-major, utilisait un langage délibérément ambigu. Nos forces ont libéré et terminé le nettoyage du tristement célèbre camp de concentration de Dachau. Environ 32 000 prisonniers ont été libérés, mais 300 gardes SS du camp ont été rapidement neutralisés. Cette formulation permettait plusieurs interprétations. Le terme « neutralisé » ne distinguait pas entre les pertes lors de combats légitimes, les morts pendant des tentatives d'évasion ou les exécutions sommaires. C'était une description techniquement correcte mais délibérément floue qui évitait des catégorisations compromettantes tout en remplissant l'obligation d'informer.
En même temps, Eisenhower ordonna que les conditions trouvées soient minutieusement documentées. Des photographes du corps des signaux reçurent l'ordre de capturer chaque aspect du camp avec soin. Des journalistes accrédités furent immédiatement invités et des délégations du Congrès américain envoyées en Europe pour être témoins des preuves du génocide. Pour que personne ne puisse dire dans le futur que cela ne s'est pas produit, expliqua Eisenhower, anticipant de possibles dénis. Cette concentration des ressources dans la documentation de l'horreur nazie établissait implicitement les priorités officielles. L'attention serait dirigée vers les crimes de l'ennemi et non vers les possibles infractions commises par les troupes libératrices. C'était une décision stratégique et politique, mais elle reflétait aussi l'impact que Dachau avait eu sur la chaîne de commandement alliée. Alors que les photographies de prisonniers squelettiques et de wagons remplis de cadavres circulaient dans les centres de décision militaire, la question des exécutions sommaires fut reléguée aux canaux administratifs internes. Le colonel William Quinn, chef du renseignement de la 7e armée, ordonna une enquête discrète confiée à des officiers du corps juridique militaire. Cette révision, menée entre mai et juin 1945, produisit un rapport classé, dont les conclusions affirmaient que, bien que des exécutions de garde rendues aient effectivement eu lieu et constituaient techniquement des violations du droit de la guerre, à la lumière des conditions auxquelles les premières unités de combat ont été confrontées, il ne semble pas que la justice ou l'équité exigent la tâche difficile et peut-être impossible d'établir des responsabilités individuelles. Le colonel Leon Jaworski, conseiller juridique de la 7e armée et plus tard procureur spécial lors du scandale du Watergate, soutint cette conclusion. Dans un mémo adressé au général George Patton, commandant de la 3e armée à l'époque, il argumenta que poursuivre les soldats américains pour des actes commis dans de telles circonstances établirait un précédent dangereux, sapant l'autorité morale nécessaire pour juger les criminels nazis. Cette évaluation reflète les considérations complexes du moment. Les procès de Nuremberg étaient en préparation. Les États-Unis assumaient un rôle de leadership moral pour juger les crimes nazis. Une reconnaissance publique des exécutions sommaires par les troupes américaines aurait pu compromettre cette position et fournir du matériel pour la propagande ennemie. Le lieutenant-général Alexander Patch, commandant de la 7e armée, a soutenu la clôture administrative de l'affaire. Sa décision, enregistrée dans un mémorandum succinct, indiquait « Compte tenu de l'absence de précédent pour la situation rencontrée et de la pression extrême sur le personnel impliqué, l'ouverture de procédures judiciaires n'est pas justifiée. L'affaire est considérée comme administrativement close. » Cette décision a été discrètement communiquée au sein de la chaîne de commandement, sans annonces officielles ni déclaration publique. En réalité, jusqu'à la fin des années 1980, la position officielle du département de la Défense sur toute question concernant les exécutions à Dachau était que il n'existait aucun enregistrement officiel de tels incidents. Le colonel Sparks est resté silencieux pendant des années sur ce qui s'était passé. Dans son rapport opérationnel, il n'a pas mentionné explicitement les exécutions, utilisant des termes comme « incident de sécurité » et « usage non autorisé de la force ». Ce n'est qu'en 1989, lors d'interviews pour le Centre d'histoire militaire de l'armée, qu'il a ouvertement reconnu les faits tout en insistant sur leur caractère non planifié et sur son intervention pour les arrêter. L'absence de procédure judiciaire formelle n'a pas signifié une inaction totale. Plusieurs soldats impliqués dans les exécutions ont été discrètement transférés dans d'autres unités. Le mitrailleur de la cour à charbon a été retiré du service actif et envoyé pour une évaluation psychiatrique. Des officiers comme Walsh ont été réaffectés à des fonctions administratives loin du front, bien qu'ils aient conservé leur grade et n'aient pas été soumis à des conseils de guerre. Le département de la guerre a traité la situation comme une question de sécurité intérieure et non comme une affaire criminelle. Dans les registres officiels, les pertes allemandes ont été comptabilisées sous des catégories générales telles que neutralisé lors de la sécurisation de l'objectif ou tué dans des circonstances opérationnelles, sans distinction entre combat légitime et exécution sommaire. Dachau, l'enfer découvert par les troupes alliées. Le 29 avril 1945, des éléments de la 45e division d'infanterie Thunderbird
et de la 42e division Rainbow de la 7e armée américaine avancèrent vers Munich lorsque leurs unités de reconnaissance signalèrent la présence d'un complexe fortifié avec des tours de guet. L'approche de ce qui allait devenir le camp de concentration de Dachau ne faisait pas partie d'un objectif spécifique, mais faisait partie de la progression générale vers la capitale bavaroise. Le lieutenant-colonel Felix L. Sparks, commandant du 157e régiment d'infanterie, ordonna un déploiement tactique autour du périmètre. Lors de cette reconnaissance initiale, la découverte d'un convoi ferroviaire abandonné aux abords du camp allait changer irréversiblement le cours de la journée. Dans 39 wagons de fret, plus de 2000 cadavres en état de décomposition avancée gisaient. Ce transport, en provenance du camp de Buchenwald, avait été envoyé plusieurs semaines plus tôt dans le cadre des évacuations en raison de l'avancée des Alliés. La plupart des prisonniers étaient morts de faim, de déshydratation ou de suffocation pendant un voyage anormalement long en raison des bombardements et de l'effondrement logistique allemand. La nouvelle de cette découverte macabre se répandit rapidement parmi les rangs américains. Des soldats endurcis par les combats en Italie et en France réagirent avec un profond choc face à cette première preuve des crimes nazis. Le sergent William Cowling de la 42e division a noté dans son journal « Il n'y a pas de mots pour le décrire. L'odeur était insupportable, mais ce qui était encore plus insupportable, c'était de comprendre que cela avait été exécuté méthodiquement par d'autres êtres humains. » L'entrée dans le camp principal ne s'est pas faite par un assaut armé. Vers midi, une délégation est apparue devant la porte principale avec un drapeau blanc. Victor Maurer, représentant de la Croix-Rouge internationale, accompagnait Heinrich Wicker, un jeune officier des SS âgé de seulement 23 ans, qui était resté responsable nominal après la fuite de la hiérarchie supérieure. Wicker proposa la reddition formelle au brigadier général Henning Linden de la 42e division, qui accepta de recevoir la capitulation au nom de l'armée des États-Unis. Maurer avertit de la présence d'environ 32 000 prisonniers, dont beaucoup étaient infectés par le typhus et dans un état critique. Il mentionna également qu'une centaine de gardes avaient empilé leurs armes, bien que plusieurs tours de surveillance restaient actives. Avec ces avertissements, les troupes avancèrent prudemment à l'intérieur. Le panorama qui s'est révélé a dépassé toutes les attentes. Les baraquements, conçus à l'origine pour abriter 500 prisonniers, en contenaient jusqu'à 5 fois plus. Des milliers de créatures humaines squelettiques en uniforme rayé se traînaient vers les Américains, beaucoup trop faibles pour tenir debout. La faim, la maladie et le désespoir avaient transformé le camp en un seuil entre la vie et la mort. Le capitaine médecin Howard Wilsey, l'un des premiers professionnels de santé à entrer, a documenté avec une précision clinique ce qu'il a trouvé. Malnutrition généralisée sévère, œdème dû à la faim, typhus exanthématique, dysenterie, tuberculose. La plupart ont perdu entre 40% et 60% de leur masse corporelle normale. Beaucoup présentent des blessures dues à des expériences médicales. Cheese. Le complexe du crématorium, situé dans une zone séparée du camp principal, constituait peut-être le témoignage le plus explicite du système d'extermination. Construit en 1942 et agrandi en 1943, il comptait 4 fours industriels spécialement conçus pour l'incinération des corps humains. Lorsque les troupes américaines sont entrées, les fours étaient en fonctionnement, avec des restes humains partiellement brûlés à l'intérieur. Le technicien des opérations Maximilian Grabner avait reçu l'ordre de maintenir les fours en fonctionnement continu pendant les 48 heures précédentes afin d'éliminer autant de preuves que possible. À côté du crématorium, un bâtiment administratif abritait des enregistrements détaillés de traitements, un euphémisme pour les exécutions et les crémations. Des livres de comptes méticuleusement organisés documentaient des numéros d'identification, des dates et des causes de décès falsifiées. Rien qu'en avril 1945, ces registres indiquaient plus de 4000 traitements, avec des pics allant jusqu'à 250 corps en une seule journée pendant la semaine précédant la libération. La zone des expérimentations médicales, située dans un bâtiment officiellement désigné sous le nom de « hôpital de recherche », a révélé des horreurs supplémentaires. Le personnel médical américain a documenté des salles équipées pour des procédures d'hypothermie où des prisonniers étaient plongés dans de l'eau glacée pour étudier les limites de la résistance humaine.
D'autres installations contenaient des équipements pour des expérimentations sur la pression atmosphérique, des inoculations de maladies et des tests de résistance au poison. Le docteur Josef Hintermeyer, un prisonnier médecin tchèque libéré ce jour-là, a immédiatement témoigné sur les protocoles des expérimentations. Il sélectionnait principalement des prisonniers robustes pour déterminer combien de souffrances un corps sain pouvait supporter avant de s'effondrer. Les résultats étaient envoyés chaque semaine à Berlin sous forme de rapports scientifiques officiels. Dans la morgue adjacente, les soldats ont découvert des corps de prisonniers ayant subi diverses mutilations chirurgicales, amputations expérimentales, extraction d'organes et des preuves de tests avec des agents chimiques. Certains corps montraient des signes d'autopsie récentes, réalisées apparemment quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines. Cette convergence d'éléments, wagons remplis de cadavres, prisonniers mourants, crématoires actifs et preuves d'expérimentation, a créé un impact psychologique dévastateur. L'horreur physique perçue s'est rapidement transformée en une colère à peine contenue contre les responsables. Pendant que les équipes médicales commencèrent la tâche impossible de soigner des milliers de survivants, une dynamique plus sombre a commencé à se développer à différents endroits du camp. Parmi les nombreux épisodes de violence lors de la libération de Dachau, l'incident de la cour du charbon a été particulièrement bien documenté grâce à l'intervention directe d'un officier supérieur et à son témoignage ultérieur. Il a eu lieu vers 14h45 dans une zone auxiliaire située à l'arrière du camp principal. Cet espace, désigné dans les rapports comme la cour du charbon, était un espace rectangulaire partiellement entouré de murs en briques, utilisé à l'origine pour le stockage de combustible. En raison d'un besoin tactique immédiat, le colonel Felix Sparks avait désigné cette zone comme point de concentration temporaire pour les gardes SS capturés, en attendant l'établissement d'un protocole formel pour leur traitement. Le lieutenant William P. Walsh, commandant de la compagnie 1 du 157e régiment, a reçu l'ordre de garder les prisonniers allemands rassemblés là. Environ 50 membres des SS ont été conduits dans la cour où on leur a ordonné de s'asseoir par terre, les mains sur la tête. Certains portaient des uniformes noirs complets, d'autres portaient des uniformes de la Wehrmacht ou des vêtements partiellement civils, montrant leur tentative de dissimuler leur affiliation. Pour surveiller ce groupe, Walsh a assigné un jeune soldat de 19 ans pour opérer une mitrailleuse M1919A4 Browning, qui a ensuite été identifié dans les témoignages comme Birdeye. Un petit détachement d'infanterie complétait les mesures de sécurité aux deux extrémités de la cour. Le colonel Sparks supervisait personnellement la zone lorsqu'il a été appelé en urgence vers un autre secteur où un groupe de prisonniers avait besoin d'une aide médicale immédiate. En s'éloignant, il a donné des instructions claires. Les gardes allemands devaient être surveillés, mais ne devaient pas être maltraités, car ils étaient des prisonniers de guerre sous la protection de la Convention de Genève. Les événements se sont précipités quelques minutes plus tard. Selon le témoignage ultérieur de Walsh, plusieurs gardes ont commencé à se déplacer nerveusement, apparemment en communiquant entre eux à voix basse. Un prisonnier s'est soudainement levé. Un tir isolé a été entendu depuis la tour de surveillance la plus proche, probablement d'un garde allemand qui ne s'était pas encore rendu, provoquant une confusion immédiate. Le jeune tireur, interprétant ces mouvements comme une tentative de fuite ou de rébellion, a ouvert le feu avec la mitrailleuse sans ordre direct. La rafale continue à balayer le groupe de prisonniers assis, provoquant une réaction en chaîne. Certains ont essayé de se lever et de fuir, d'autres se sont jetés au sol, augmentant le chaos. Le tireur, apparemment en état de panique, a continué à tirer sans discrimination. Le bruit de la mitrailleuse a alerté le colonel Sparks qui est revenu en courant dans la cour. La scène qu'il a trouvée a été enregistrée dans son rapport et ses déclarations ultérieures. Le jeune soldat, visiblement en état de choc, continuait à tirer sur les corps tombés tout en criant de manière incohérente. Sparks est intervenu physiquement, a donné un coup de pied au soldat pour le faire sortir de sa position et a arrêté le tir. « Ce que j'ai vu, c'était un jeune homme complètement hors de lui », déclarerait Sparks des années plus tard. « Il pleurait et tremblait, répétant qu'ils essayaient de s'échapper. Je devais le retirer de force de la mitrailleuse. Sur le sol gisaient 12 gardes SS morts et au moins 17 blessés, certains agonisants. Le colonel ordonna une aide médicale immédiate pour les blessés et remplaça le mitrailleur, qui fut séparé de son unité et examiné par un médecin militaire.
Le diagnostic préliminaire suggérait un cas sévère de fatigue de combat combiné à un choc psychologique aigu causé par l'exposition aux atrocités du camp. Sparks informa de l'incident le général Charles Banfield, qui arriva à Dachau quelques heures plus tard en tant que représentant du haut commandement. Sa description était directe. Une situation non autorisée a entraîné des pertes ennemies sous garde. Le responsable a été relevé. Il s'agissait d'un acte individuel sans ordre préalable et contraire à nos directives. Cette clarification se révélera cruciale pour distinguer cet événement d'une politique systématique. L'enquête initiale, menée par des officiers du service de renseignement militaire, G2, conclut qu'en effet, certains prisonniers avaient tenté de changer de position, bien qu'il n'y ait pas de preuve claire d'une tentative d'évasion coordonnée. Il a été déterminé que le tir depuis la tour avait été le principal déclencheur qui avait précipité la réaction du mitrailleur américain. Dans les documents officiels du 157e régiment, l'incident a été enregistré comme un « incident de sécurité avec utilisation non autorisée de force létale ». Aucune mesure disciplinaire formelle n'a été recommandée contre le mitrailleur, compte tenu de son état psychologique et des circonstances extrêmes. Cet épisode dans la cour de charbon, malgré sa gravité, ne représentait qu'une fraction des actes de violence survenus ce jour-là. Son unicité réside dans la documentation précise, l'intervention directe d'un officier supérieur pour l'arrêter et la reconnaissance officielle de sa nature non autorisée. Dachau, l'enfer découvert par les troupes alliées. Le 29 avril 1945, des éléments de la 45e division d'infanterie Thunderbird et de la 42e division Rainbow de la 7e armée américaine avancèrent vers Munich lorsque leurs unités de reconnaissance signalèrent la présence d'un complexe fortifié avec des tours de guet. L'approche de ce qui allait devenir le camp de concentration de Dachau ne faisait pas partie d'un objectif spécifique, mais faisait partie de la progression générale vers la capitale bavaroise. Le lieutenant-colonel Felix L. Sparks, commandant du 157e régiment d'infanterie, ordonna un déploiement tactique autour du périmètre. Lors de cette reconnaissance initiale, la découverte d'un convoi ferroviaire abandonné aux abords du camp allait changer irréversiblement le cours de la journée. Dans 39 wagons de fret, plus de 2000 cadavres en état de décomposition avancée gisaient. Ce transport, en provenance du camp de Buchenwald, avait été envoyé plusieurs semaines plus tôt dans le cadre des évacuations en raison de l'avancée des Alliés. La plupart des prisonniers étaient morts de faim, de déshydratation ou de suffocation pendant un voyage anormalement long en raison des bombardements et de l'effondrement logistique allemand. La nouvelle de cette découverte macabre se répandit rapidement parmi les rangs américains. Des soldats endurcis par les combats en Italie et en France réagirent avec un profond choc face à cette première preuve des crimes nazis. Le sergent William Cowling de la 42e division a noté dans son journal « Il n'y a pas de mots pour le décrire. L'odeur était insupportable, mais ce qui était encore plus insupportable, c'était de comprendre que cela avait été exécuté méthodiquement par d'autres êtres humains. » L'entrée dans le camp principal ne s'est pas faite par un assaut armé. Vers midi, une délégation est apparue devant la porte principale avec un drapeau blanc. Victor Maurer, représentant de la Croix-Rouge internationale, accompagnait Heinrich Wicker, un jeune officier des SS âgé de seulement 23 ans, qui était resté responsable nominal après la fuite de la hiérarchie supérieure. Wicker proposa la reddition formelle au brigadier général Henning Linden de la 42e division, qui accepta de recevoir la capitulation au nom de l'armée des États-Unis. Maurer avertit de la présence d'environ 32 000 prisonniers, dont beaucoup étaient infectés par le typhus et dans un état critique. Il mentionna également qu'une centaine de gardes avaient empilé leurs armes, bien que plusieurs tours de surveillance restaient actives. Avec ces avertissements, les troupes avancèrent prudemment à l'intérieur. Le panorama qui s'est révélé a dépassé toutes les attentes. Les baraquements, conçus à l'origine pour abriter 500 prisonniers, en contenaient jusqu'à 5 fois plus. Des milliers de créatures humaines squelettiques en uniforme rayé se traînaient vers les Américains, beaucoup trop faibles pour tenir debout. La faim, la maladie et le désespoir avaient transformé le camp en un seuil entre la vie et la mort. Le capitaine médecin Howard Wilsey, l'un des premiers professionnels de santé à entrer, a documenté avec une précision clinique ce qu'il a trouvé. Malnutrition généralisée sévère, œdème dû à la faim, typhus exanthématique, dysenterie, tuberculose.
La plupart ont perdu entre 40% et 60% de leur masse corporelle normale. Beaucoup présentent des blessures dues à des expériences médicales. 6. Le complexe du crématorium, situé dans une zone séparée du camp principal, constituait peut-être le témoignage le plus explicite du système d'extermination. Construit en 1942 et agrandi en 1943, il comptait 4 fours industriels spécialement conçus pour l'incinération des corps humains. Lorsque les troupes américaines sont entrées, les fours étaient en fonctionnement, avec des restes humains partiellement brûlés à l'intérieur. Le technicien des opérations Maximilian Grabner avait reçu l'ordre de maintenir les fours en fonctionnement continu pendant les 48 heures précédentes afin d'éliminer autant de preuves que possible. À côté du crématorium, un bâtiment administratif abritait des enregistrements détaillés de « traitement », un euphémisme pour les exécutions et les crémations. Des livres de comptes méticuleusement organisés documentaient des numéros d'identification, des dates et des causes de décès falsifiées. Rien qu'en avril 1945, ces registres indiquaient plus de 4000 traitements, avec des pics allant jusqu'à 250 corps en une seule journée pendant la semaine précédant la libération. La zone des expérimentations médicales, située dans un bâtiment officiellement désigné sous le nom de « hôpital de recherche », a révélé des horreurs supplémentaires. Le personnel médical américain a documenté des salles équipées pour des procédures d'hypothermie où des prisonniers étaient plongés dans de l'eau glacée pour étudier les limites de la résistance humaine. D'autres installations contenaient des équipements pour des expérimentations sur la pression atmosphérique, des inoculations de maladies et des tests de résistance au poison. Le docteur Josef Hintermeyer, un prisonnier médecin tchèque libéré ce jour-là, a immédiatement témoigné sur les protocoles des expérimentations. Il sélectionnait principalement des prisonniers robustes pour déterminer combien de souffrances un corps sain pouvait supporter avant de s'effondrer. Les résultats étaient envoyés chaque semaine à Berlin sous forme de rapports scientifiques officiels. Dans la morgue adjacente, les soldats ont découvert des corps de prisonniers ayant subi diverses mutilations chirurgicales, amputations expérimentales, extraction d'organes et des preuves de tests avec des agents chimiques. Certains corps montraient des signes d'autopsie récentes, réalisées apparemment quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines. Cette convergence d'éléments, wagons remplis de cadavres, prisonniers mourants, crématoires actifs et preuves d'expérimentation, a créé un impact psychologique dévastateur. L'horreur physique perçue s'est rapidement transformée en une colère à peine contenue contre les responsables. Pendant que les équipes médicales commencèrent la tâche impossible de soigner des milliers de survivants, une dynamique plus sombre a commencé à se développer à différents endroits du camp.